Bonjour à tous, bienvenue sur notre site. Aujourd'hui, nous sommes de retour en Dordogne et en ce moment-là, on est sur un mauvais chemin dans une petite vallée du Périgord noir, une vallée qui est très connue pour l'incroyable quantité de sites archéologiques qu'elle contient. Dans quelques minutes, on va trouver un endroit pour se garer et on continuera à pied vers l'entrée d'une petite grotte préhistorique. Donc on va laisser la voiture et on va commencer à marcher un petit peu parce que visiter cette grotte, eh bien, ça se mérite. Pour ce faire, on va emprunter un chemin qui n'est pas le plus facile, mais en tout cas qui est certainement le plus photogénique. Donc ça va être par endroits un petit peu difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Cette vallée, oui. Elle est tellement riche en préhistoire qu'ici, à l'endroit où nous sommes, dans un rayon de 500 mètres, eh bien, je connais 4 grottes préhistoriques, dont l'une est ouverte au public. Alors bien sûr, ne vous imaginez pas qu'on a affaire à un autre Lascaux. Ce sont des grottes relativement modestes, avec quelques gravures. Mais ces gravures, elles sont suffisantes pour prouver que l'homme préhistorique, l'homme du Magdalénien, et quelquefois un homme beaucoup plus ancien, sont venus dans ces grottes, les ont visitées et ont laissé des traces de leur passage et de leur art. Allez, attention, ça commence. Alors le chemin qu'on va emprunter, vous allez vous en rendre compte, il est dans une nature encore très très verte et à la fois très minérale. Tout ça, toute cette verdure, parce qu'au fond, à nos pieds, au bas de la falaise, se trouve un petit ruisseau qui permet de garder une certaine humidité. Par contre, le problème, c'est que de l'autre côté de la vallée, il y a une route qui est très fréquentée l'été et le bruit des voitures se répercute d'une falaise à l'autre. On va essayer d'en faire abstraction. Et d'ailleurs, on va bientôt plus rien entendre puisqu'on va rentrer dans cette cavité. Ce n'est pas une grotte, mais c'est un tunnel qui pourtant a été occupé, habité, on ne sait pas trop quand. On va voir ça tout de suite. Alors, je vous disais que c'était pas véritablement une grotte, c'est plutôt un tunnel. Vous voyez l'entrée. Vous voyez la sortie ou vice versa. Si on fait attention, on voit quand même qu'il y a quelques traces laissées par l'homme, puisque par exemple ici, on voit une sorte de méplat. Ici, des traces d'outils, des traces de pics. Alors, on ne sait pas ce qu'il y avait, mais tout ça n'est pas très ancien, quelques siècles, peut-être le Moyen-Âge. Et puis alors, surtout, si on va de ce côté-là, plus près du jour, on voit aussi des aménagements qui ont peut-être servi à installer des maçonneries pour fermer cette entrée. Il y a aussi un petit peu partout des creusements. On voit que ça a été fait au burin. Ou alors ici, par exemple, ou là, ce qu'on appelle des niches de poutres, des traces en tout cas de fermeture. Et on voit que peut-être le but de cet abri au Moyen-Âge était défensif, puisque s'il était entièrement fermé, eh bien on pouvait laisser la partie supérieure, cette ouverture naturelle ouverte, et de là-haut, c'était facile de grimper, eh bien on pouvait surveiller les abords. On continue, on va passer ici, et vous allez voir que là aussi, si on fait très attention, on voit qu'il y a des aménagements. Par exemple ici, on voit que le rocher a été taillé de façon probablement à retirer un angle assez ennuyeux. Là aussi, on voit que toute cette partie a été
légèrement retaillé le mur ici pour en quelque sorte faciliter le passage. Alors ici tu vois, on a un super exemple de cette falaise qui est un petit peu en escalier. On a la partie haute ici, très souvent en surplomb. C'est vraiment très très joli cet endroit. C'est vraiment la couleur du calcaire, tu vois, gris ocré. Et puis une sorte de terrasse où on circule maintenant. Et enfin une autre petite falaise. Et en bas, on aperçoit la vallée qui est très marécageuse. Et ici un morceau de la rivière qui rafraîchit tout ça. On va monter au pied de la falaise et découvrir un grand abri qui fait une quarantaine de mètres de longueur. On va voir que lui aussi a été occupé, alors peut-être à la préhistoire, on n'en sait rien, mais encore une fois, à une époque beaucoup plus récente, on voit d'ici des marques de la présence humaine. Ce sont ces lignes horizontales qu'on appelle des larmiers qui ont été creusés à coups de burin et qui servaient à, si tu veux, à ce que l'eau de ruissellement en cas de pluie ne rentre pas à l'intérieur des abris, mais plutôt goutte sur l'avant de l'abri, voire sur le toit qui pouvait le prolonger. Alors maintenant qu'on est sur la plateforme de ce grand abri, on va s'avancer un peu. Il n'y a pas beaucoup de traces, quoique on puisse considérer que cet abri ici est beaucoup trop plat pour être naturel. On voit que des pierres ont été retirées. Et puis alors de temps en temps on va voir quelques traces d'habitat, c'est pas grand chose, des rainures dans le sol, peut-être qu'il y a eu une carrière de pierre ici. On regarde toutes les traces des oiseaux qui viennent ici. On voit aussi qu'il y a beaucoup de petits cratères. Je pense qu'on les voit bien là, tu vois, tous ces cratères. Alors ce ne sont pas du tout les gouttes d'eau qui tombent du plafond, qui laissent ces marques dans le sol. C'est la preuve qu'il y a partout ici ce qu'on appelle des fourmilions, ces petits insectes redoutables avec d'énormes pinces empoisonnées qui capturent essentiellement des fourmis qui s'aventurent dans cette espèce de terrain miné. Ces insectes, pour creuser ces entonnoirs, ils vivent au fond des entonnoirs, ont besoin d'un sol très très sec, très poudreux. Ce qu'on rencontre souvent le long de cette falaise, c'est ce genre, tu vois, de cavité qui est là depuis très longtemps. Ce sont des blocs de rochers qui se sont détachés de la falaise il y a probablement des milliers d'années. Alors l'histoire dit que dans les années 60, un groupe de spéléos explorait cette falaise. L'un d'eux est rentré dans un de ces trous, on ne sait pas exactement lequel, mais c'est pas loin. Et au bout d'un moment, il a trouvé un squelette. Et avec ce squelette, il y avait une fibule en bronze, mais datant de l'âge du fer, c'est-à-dire l'époque des Gaulois, si tu veux. Évidemment, rien n'a été fait pour analyser ce qu'il y avait autour. Les spéléos ont rebouché l'entrée, ont caché l'entrée, et en se promettant de revenir un peu plus tard, mais ils sont revenus très tard et ils n'ont jamais pu retrouver l'entrée exacte de cette cavité. Il y a donc quelque part tout près, sous nos pieds, l'emplacement d'une tombe gauloise. Mais voilà, on y est. C'est donc à l'intérieur de cette grotte que se trouvent quelques représentations gravées préhistoriques qu'on va découvrir maintenant. Allez, c'est parti. Alors, rebonjour. Comme vous pouvez le constater, il m'a fallu plusieurs mois pour franchir les derniers mètres et rentrer dans la grotte. Il faudrait bien m'en excuser. Mais donc nous voilà à l'intérieur, dans une grotte qui est tout à fait typique de cette région, c'est-à-dire une petite cavité qui fait une trentaine de mètres de long pour environ 5 mètres de plafond. On peut la diviser en 3 secteurs, une sorte de grand vestibule où je me trouve maintenant, qui profite encore
de la lumière extérieure. Au centre se trouve une sorte de gros pilier stalagmitique. Il y a 3 entrées en fait. La principale est ici, il y en a une autre sur ma droite, une qu'on devine là-bas sur la gauche, pour avoir aussi quelques traces d'aménagement qui datent de l'époque médiévale, comme on vient d'en voir, essentiellement des trous de poutres. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais signaler quelque chose de tout à fait regrettable, c'est que cette grotte, depuis plus d'un siècle, a été peu à peu dévastée par des fouilles clandestines, par des voleurs qui sont venus creuser le sol. On en voit encore les traces un peu partout, des tranchées, des trous. Malheureusement, je peux le constater à chaque fois que je viens ici, ces dégradations continuent. Alors il y a encore 2 autres secteurs dans cette grotte. Une salle principale en longueur, qu'on va aller voir bientôt, et puis juste devant moi, une salle beaucoup plus petite qui maintenant, heureusement, est fermée par ce rideau métallique et qui protège les quelques œuvres d'art pariétales qui subsistent. Alors une première chose intéressante dans cette salle principale, c'est la présence d'une gravure qui se trouve là sur ma gauche. Je pense que vous pouvez la voir, une sorte de signe ovalaire qui a été authentifié en 1981, si mes souvenirs sont bons. On voit bien ici les traits de grattage. Alors évidemment, c'est difficile de donner un âge à cette gravure, certains prétendant qu'elle pourrait remonter au premier temps du Paléolithique supérieur. Continuons notre exploration, qui ne va pas durer très longtemps, puisqu'on se trouve déjà au fond de la salle principale, devant cette alcôve, mais il y a quelque chose de particulier à dire sur celle-ci, c'est que dans les années 80, 2 chercheurs ont découvert quelque part à l'intérieur une œuvre d'art, un bison, qui avait été à moitié sculpté dans le roc, à moitié modelé dans l'argile. Ils en ont fait un cliché, un croquis, et puis ils sont partis, se disant qu'ils reviendraient étudier tout ça plus en détail quelques semaines plus tard. En fait, quand ils sont revenus, mais entre-temps, la grotte avait été grattée, mal fouillée, et l'œuvre d'art avait été endommagée, elle avait même disparu. Encore une fois, on peut constater que ces fouilles clandestines peuvent entraîner des dégâts irréparables en ce qui concerne l'art préhistorique. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui pourrait vous intéresser. C'est qu'il existe là, presque parallèle à la grande salle, une sorte de diverticule d'une dizaine de mètres de profondeur, dans lequel, en 1977, a eu lieu un déblayage spéléologique. Et dans ce déblayage, on a retrouvé une cachette de 4 bracelets de bronze finement gravés, des bracelets qui remontent à l'âge du bronze moyen, à peu près 3500 ans avant nous. Ces bracelets ont été remis aux autorités compétentes et ils sont maintenant exposés en bonne place au musée de Périgueux. Alors direction maintenant une autre salle. On va reprendre le chemin du vestibule, mais cette fois-ci on va se présenter devant cette grille. En fait, l'intérêt de cette grille, ce n'est pas seulement de protéger les œuvres d'art d'éventuels vandales, mais c'est aussi de faire une sorte d'écran supplémentaire pour empêcher
les derniers rayons de lumière extérieure de venir contre la paroi. C'est suffisant pour que des micro-algues se soient développées, qui ont participé à l'érosion et à la lente destruction de ces œuvres préhistoriques. Nous voilà dans cette fameuse petite salle, la salle des gravures. On va s'en approcher avec toutes les précautions. D'ailleurs, on ne va pas beaucoup s'en approcher. Et en fait, il y en a plusieurs, dont certaines gravures sont assez difficiles à interpréter. Je vais simplement vous montrer celle qui est la plus visible et qui se trouve en face de moi, qui se trouve dans la partie que j'éclaire maintenant le plus. Il s'agit d'un petit cheval. On aperçoit dans cette zone la queue, la ligne du dos, ici peut-être une crinière, la partie supérieure du cou, et devant le chanfrein, dessous, on aperçoit l'encolure. Le reste, le bas du corps est très peu visible, peut-être y a-t-il à l'arrière le départ d'une cuisse et une jambe. Alors, cette gravure, elle ne sort pas de mon imagination très fertile, hein. Elle a été authentifiée dans cette grotte. Depuis 100 ans se sont succédés tous les grands noms de la préhistoire, et on lui donne un âge d'environ 14 000 ans, ce qui correspond à ce qu'on appelle le Magdalénien, une des périodes les plus connues du Paléolithique supérieur. Je vous disais qu'il existe d'autres gravures, mais on ne va pas s'attarder ici, puisque l'endroit supporte mal la présence humaine, et on va ressortir rapidement. On va maintenant sortir de la grotte, et vous avez vu que, bien qu'elle soit petite, elle renferme quand même pas mal de choses intéressantes. J'espère aussi que vous avez apprécié la découverte de cette gravure. Alors je sais que ce n'est pas Lascaux ou Altamira, mais néanmoins on ne peut pas rester insensible devant un témoignage comme celui-ci. Et maintenant, retour vers un passé très proche. Évidemment, on se trouve dans un lieu privé. Normalement, l'accès est interdit. On a eu l'autorisation exceptionnelle du propriétaire de rentrer dans la grotte. Bien sûr, je l'en remercie. Ça veut dire qu'en temps normal, c'est impossible d'y rentrer. Et de même qu'emprunter ce chemin. Mais par contre, dans cette vallée et tout autour, il existe un grand nombre de chemins de randonnée publics où vous pourrez découvrir la région en toute légalité. Allez, c'est parti pour la voiture.